c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, nos députés se sont bien amusés en commission avec tout plein de nouveaux projets de taxes et d'impôts. Mais qu'est-ce qu'ils sont moqueurs, qu'est-ce qu'ils aiment faire des blagues. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine qui ont marqué l'économie, la finance, les marchés et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être aïe, 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 impôt, la question macro, la terre. Peut-elle continuer à tourner avec une dette de 100% du PIB? Le chiffre de la semaine, c'est le taux d'emprunt de la France à 10 ans, on va en reparler, qui a finalement très peu réagi à toutes les dégradations. Il reste stable, il ne baisse pas, mais il reste stable. En deuxième partie de l'émission, la bourse, qui continue à afficher des records, surtout en France. Il faut dire que le CAC 40 était très en retard, mais record en record. Est-ce qu'il faut continuer à acheter des actions ou est-ce qu'il faut s'alléger? Quelles actions justement acheter? Quelles actions vendre? Quel placement correspond à cette période d'incertitude? D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va faire une spéciale placement la semaine prochaine. Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants. Vous verrez qu'il y a des surprises dans le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, évidemment, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Comment ferait-on sans elle? Elle pratique tous les triathlons et notamment celui de l'économie, de la finance et des taux d'intérêt. Valentine Hénouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Merci d'être venu. Et vous avez vraiment une idée sur la dégradation de la note de la France. Vous avez une opinion forte. Oui, Marc. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Il gère les plus grosses fortunes et c'est pour ça que je n'ai jamais pu ouvrir un compte chez lui et va nous livrer tous leurs secrets. Eric Blaine, vous êtes directeur général de Swiss Life Gestion Privée. Bonjour Marc. Comment vont les riches? Je gère l'adjoint, c'est pas grave. Comment vont les riches? Non, parce que moi j'ai viré. On vire l'adjoint. Ouais. D'accord. Les riches vont bien, oui. Les riches vont bien. Il suffit de regarder l'or et tout va bien en Suisse. Mais on va les taxer. Ah, on verra. En France. Si vous voulez comprendre l'Amérique de Trump, faites comme moi, demandez à la plus américaine des gérantes françaises, Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Attention, je tiens à préciser, américaine, mais aussi mondiale, parce qu'elle est globale, n'est-ce pas Virginie? Absolument, ça s'appelle le Global Equity. Mais vous connaissez, mais on aime bien vous avoir parce que vous connaissez quand même super bien les. Mais oui, parce que dans le Global Equity, on ne peut pas échapper au marché américain. C'est quand même si on prend l'indice, 60-70%, et il se passe toujours quelque chose là-bas, comme vous le savez. Donc voilà, c'est fort passionnant. Je me dis souvent, surtout quand je vois le chaos qui règne en France, que j'aurais dû devenir son voisin à Genève depuis bien longtemps. Patrice, est-ce qu'il y a des trucs à louer à côté de chez vous? Vous êtes chef économiste de l'Union bancaire privée. Si je viens, est-ce que vous pouvez me trouver une petite maison, un appartement? L'immobilier est un peu tendu. Ah, il est tendu? Oui, un peu tendu, mais il y a des nouvelles constructions depuis maintenant plusieurs années à Genève. Ouais. Donc, ce qui veut dire que... Et puis, ça va se détendre un peu? C'est une vision après régionale de l'arc lémanique où, effectivement, alors, les villes gagnent sur la campagne. C'est-à-dire, attendez, là, vous m'avez perdu avec votre vision lémanique. La vision de l'arc lémanique, c'est-à-dire en fait, la Suisse se projette dans le futur en ayant une vision effectivement prospective et en fait de considérer que tout l'arc lémanique, c'est une seule et même ville. Ce sera un jour une seule et même ville. C'est-à-dire qu'en fait, Genève s'étend tout autour du lac. Genève s'étend, les petites communes entre Genève et Lausanne s'étendent elles aussi, et on perd du terrain agricole. Mais effectivement, et c'est là qu'il y a les nouvelles constructions. C'est là où effectivement ça. Et donc, par exemple, il y a une petite ville qui monte à côté de Genève, c'est quoi? Alors après, c'est toutes les communes en fait qui gagnent en intensité. Et bon, on se parle tout à l'heure. Et elles ont toutes vues sur le lac. Non, parce que vous avez compris que je réfléchis à partir, évidemment, comme tout le monde. Allez, le mot de la semaine, qui n'est pas lié à ce que je viens de dire, d'ailleurs. Les impôts. Les charlots, c'était déjà dans les années 70. Tu ne peux pas payer d'impôts. Bon, les jeunes ne connaissent pas, mais les charlots, quand même. Ils disent. Alors, la commission de l'Assemblée nationale s'amuse. L'orchestre du Titanic, tout plein d'idées, de nouveaux impôts et taxes. On va pas se focaliser sur la France parce qu'on n'a pas envie de déprimer les gens pour ce week-end. Mon idée, peut-être dans cette rubrique et sur ce thème, Patrice, c'était de se dire, en fait, quel est le rôle des impôts dans l'économie? Je sais que ça paraît idiot comme question, mais peut-être revenir à la base, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on empile en France des impôts sans plus réfléchir à la philosophie, c'est-à-dire à quel moment on doit imposer, est-ce qu'on peut vivre sans impôts? À quoi servent les impôts et à quel moment ça devient un frein à la croissance économique? Alors, pour lancer un petit peu le débat, j'aurais une vision un petit peu rousseauiste, justement, je vous en prie. Puisque c'est Genève, en disant c'est pour moi un contrat social. C'est-à-dire que vous devriez, en théorie, être content de payer des impôts, puisque derrière, l'État va vous procurer des services
alors qui vont bien entendu sécurité, défense, éducation, etc., etc., puis qui vont peut-être aller au-delà, justement, on parlait de la Suisse tout à l'heure, avec des visions prospectives, c'est-à-dire d'utiliser l'argent public, d'utiliser les impôts pour investir. Et d'ailleurs, fort opportunément, le FMI, dans son dernier rapport, a recommandé en fait à différents États, dont la France, le Canada et les États-Unis, en fait, de changer en quelque sorte le mindset, c'est-à-dire le processus en fait d'investissement, de consommation publique pour mettre le paquet sur l'éducation et sur les infrastructures, parce que c'est ce qui génère à moyen terme de la croissance et c'est ce qui permettra à moyen terme de réduire de façon significative la dette. Donc, premier point, contrat social et effectivement investissement pour le futur, des investissements que le secteur privé ne serait peut-être pas capable ou d'identifier ou de prendre en charge. Et puis après, il y a une autre... Ça, c'est la théorie. Alors ça, c'est la théorie, c'est vraiment cette notion, la pratique, pour moi... telle qu'on la vit en France, c'est pas ça. Contrat social. Alors après, la pratique dans les différents pays est effectivement différente, avec des options qui sont différentes. Et un deuxième point, c'est on a aussi beaucoup vu la mondialisation, et ça c'est en rapport, et on avait l'impression que pour participer à la mondialisation, eh bien en définitive, on était obligé de baisser les impôts, et notamment de baisser les impôts des entreprises. Or, on a vu eh bien en fait que les impôts des entreprises n'ont pas baissé, même au sein de la zone euro, on a un petit problème, Irlande, Hongrie, qui ont des taux différents de ce qu'on trouve en France et en Allemagne, et on a vu aussi qu'il y avait des réflexions, là encore, au CDE, au FMI, en disant bien peut-être qu'il faut un minimum d'impôts, et notamment là je parle beaucoup de l'impôt des entreprises, en disant il faudra une taxation que les entreprises payent au moins 15 ou 16% en définitive de leurs bénéfices. Alors après, bien entendu, on a vu des États qui adhéraient, des États qui n'y adhéraient pas. D'un point de vue économique, les impôts, ça freine, ça alimente la croissance. C'est quoi? C'est un moteur? C'est un frein? Après, ça dépend de quel niveau d'imposition. Il y a la fameuse courbe de l'affaire qui associe un taux d'imposition à un niveau de recettes fiscales. Donc, on augmente le taux d'imposition, on augmente le niveau des recettes, et ce qui permet de couvrir tous les besoins évoqués juste avant. Mais si on dépasse un certain taux d'imposition, eh bien, on a l'effet inverse. Plus on augmente le taux d'imposition et plus le niveau des recettes baisse. Donc l'idée dans cette courbe de l'affaire, c'est qu'il y a... C'est-à-dire qu'à un moment, trop d'impôts tue l'impôt. Tue l'impôt, tue la croissance aussi. Tue l'impôt, trop d'impôts tue la croissance et tue l'impôt. D'accord. Et est-ce qu'on y est en France? Largement, non? En France, on commence, je dirais, à se rapprocher de ce pic. Et là, si on regarde, il y a eu un article très intéressant. À se rapprocher de ce pic? Non, vous êtes... On se rapproche. Vous plaisantez, là, on a dépassé la ligne rouge depuis très longtemps. Les recettes fiscales continuent d'augmenter. Oui. Le niveau d'impôt ne met pas l'économie française aujourd'hui en récession. On continue d'avoir de la croissance en France malgré le niveau élevé d'imposition. Donc, on se rapproche. Mais si on regarde, il y a un article très intéressant dans le FT cette semaine qui illustre l'inquiétude des entreprises, des ménages aisés sur l'instabilité politique en France et sur le risque, parce que c'est pas seulement le niveau d'impôt qui est inquiétant, mais c'est les deux. C'est le niveau, mais c'est le manque de prévisibilité sur la trajectoire fiscale future. Et on voit dans cet article, ils disent qu'il y a aujourd'hui des transferts vers la Suisse. Et il y a aussi des achats d'assurance-vie sur le Luxembourg. Et ça a démarré... Pour les particuliers. Beaucoup particuliers. Et ça a démarré au moment de la dissolution. Ça s'est accéléré en 2025. Et on voit que l'année dernière, on a eu des chiffres qui ont doublé, record de transferts d'achat d'assurance-vie au Luxembourg. Virginie, on va reparler quand même des États-Unis. J'ai l'impression que c'est moins un sujet là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un paradis fiscal, les États-Unis. Les impôts non, sont quand même... pas du tout un paradis fiscal. Mais bon, les pourquoi on en parle moins? Est-ce qu'on en parle moins d'abord? D'abord, ça n'a pas tout à fait la même... Justement, quand on parle, et j'aime bien cette notion de service, parce que quelque part, l'impôt et ceux qui s'occupent de collecter et ensuite de dépenser, d'investir, devrait être au service justement des contribuables, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc cette notion, elle est extrêmement importante. Et évidemment, aux États-Unis, il y a aussi des trous dans la raquette, parce qu'ils n'ont pas du tout le même système social que nous avons en France. Donc il y a aussi des critiques qu'on peut adresser. Malgré un système. Mais il y a une meilleure visibilité, surtout il y a un mindset, il y a une façon d'appréhender des choses et de dire que effectivement, je pense qu'il y a une compréhension de savoir que, notamment pour les entreprises, le taux d'imposition, c'est un facteur concurrentiel. Il ne faut pas l'oublier.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, qui était très important, c'est qu'en fait, il n'y a pas de variation. Non, en fait, il y a une certaine visibilité. Communiquent sur leur comme le dit Valentine très bien, évidemment, il peut y avoir quelques variations, mais il n'y a jamais eu vraiment de question de dire attention, parce que l'année prochaine, peut-être qu'on aura 2 fois plus. Ou... Voilà, ça, c'est extrêmement important. Éric, vous investissez dans les entreprises, notamment des entreprises françaises. Est-ce que les patrons français gueulent ? Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a trop d'impôts et surtout, il y a manque de stabilité. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de changer. Oui. À partir du moment où on change en permanence les règles, ça a un effet contre-productif total. C'est-à-dire que là, tout le monde s'arrête. Et d'ailleurs, on le voit sur les taux de croissance en France, ça ralentit sensiblement. Parce qu'on attend et on voudrait savoir un peu où est-ce qu'on va. Et l'entrepreneur, il a besoin de visibilité et il a besoin de sécurité dans ce qu'il entreprend. Il n'investit pas pour 2 ans, il investit pour 15 ans. Et donc, en plus, il y a des pressions quand même énormes. Quand on voit Trump qui incite à investir aux États-Unis pour éviter des droits de douane, des choses comme ça. En Europe, en zone euro, on est quand même coincé entre la taille des déficits fiscaux et puis les marchés qui continuent à croître aux États-Unis et qui ne sont pas si élevés en zone euro. Patrice, c'est un problème européen ou c'est un problème français ? La charge d'imposition ? Le niveau, un peu, ce qu'est en train d'expliquer Éric, qui dit que... Alors, il y a une logique européenne. Justement, c'est pour ça que je soulignais que les différences, effectivement, d'approche entre l'Irlande et la Hongrie, qui ont les taux les plus bas, ils sont à une dizaine de %, alors qu'on était entre 20 et 25% sur les restes des pays. Donc, même, effectivement, au sein d'une même zone, qui est traditionnellement une zone avec des taux d'intérêt, des taux d'imposition plus élevés que dans le reste des autres zones, on est même pas d'accord entre nous, et ça fait des années que ça dure, et visiblement, ça va durer encore un peu. Allez, on passe tout de suite à la deuxième question, une grande question aussi, c'est est-ce que la Terre, oui, alors Elsa nous dit que la Terre est ronde, mais est-ce qu'elle peut continuer à tourner avec une dette de 100% du PIB? C'est le chiffre qui est sorti, on se rapproche, on y est presque, à 100% du PIB à l'échelle mondiale, ça va continuer à augmenter, de plus en plus de pays affichent des dettes au-dessus des 100%, comme le Japon bien sûr, mais aussi la France, qui se dirige vers les 130%, nous dit le FMI. C'est quoi l'impact sur l'économie? En fait, on a envie de se dire, Valentine, est-ce que ça peut durer, puisque ça dure depuis des décennies, est-ce que finalement on s'en fout que le niveau de la dette soit à 100% du PIB et qu'il soit un jour à 120, à 130. On voit le Japon qui finalement recommence à fonctionner plutôt pas mal avec une dette de 230% du PIB. Alors, on a des besoins de financement, là on voit, qui vont être structurellement élevés dans toutes les économies développées, avec le vieillissement de la population. On voit qu'en Europe, il faut augmenter les besoins de dépenses sur la défense. On voit que les États-Unis sont engagés dans une guerre sur la tech avec la Chine. Donc on voit vraiment structurellement ces besoins de financement qui augmentent. Ce qui est amusant, si on regarde aux États-Unis, de ces dernières années, on a des déficits qui tournent autour de 6%, alors que l'économie américaine est au plein emploi. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire économique américaine. En général, on a des déficits quand on a des taux de chômage élevés. Donc il y a vraiment aujourd'hui, de façon structurelle, des besoins de financement élevés. Mais on est en train de changer d'environnement. Avant le Covid, on avait une hausse des besoins de financement, mais en parallèle, il y avait une baisse des taux d'intérêt, ce qui veut dire une stabilisation dans la charge d'intérêt de la dette des États. Maintenant, on a des besoins de financement qui sont en train de s'accélérer depuis le Covid, et en parallèle, on a une hausse des intérêts. Donc on commence à avoir aujourd'hui une charge de la dette qui grève de plus en plus le budget des États. Si on regarde aux États-Unis... C'est en train de flinguer un peu ce que décrivait Patrice, c'est-à-dire ce contrat social qui permet à l'État d'utiliser une partie des recettes pour des investissements du financement, mais qui part vers la charge de la dette. Un ordre de grandeur, aux États-Unis, la charge d'intérêt de la dette américaine, c'est au-dessus d'1 trillion et c'est plus de 20%, c'est autour de 20% des recettes. C'est déjà monstrueux. Donc ça limite également toute capacité de l'État à intervenir s'il y a un choc exogène sur l'économie. Donc après, ce qu'on peut s'interroger, c'est pour moi ce qui va être important à terme, c'est comment est-ce qu'on dépense. Est-ce qu'on va faire des dépenses, est-ce qu'on va avoir une allocation des dépenses qui va être efficiente, ce qui va à terme arriver à avoir des gains de productivité, ou au contraire, est-ce qu'on va dépenser pour porter la consommation? Parce que d'ici 4-5 ans, parce que je ne vois pas un risque énorme à court terme, mais d'ici 4-5 ans, la question on va devoir faire face à ce sujet, le coût de la dette par rapport à la croissance potentielle de l'économie. Et si on a un coût de la dette qui est supérieur à la croissance de l'activité économique, eh bien on va avoir une dette qui va mécaniquement augmenter toute seule. Ce qui est déjà pas encore par rapport au PIB.
par rapport au PIB. En France, on est à 2% de coût de la dette avec une croissance à 2%. Vous prenez le coût de la dette globale, c'est-à-dire oui, c'est le coût de la dette. Donc on est à 2%. On est aujourd'hui à l'équilibre. Aux États-Unis, on est à 3,5 en coût de la dette sur une croissance nominale qui est largement supérieure. Patrice, donc on ce n'y est que pas dit encore. Valentine pour une fois est très intéressante. Merci Marc. Est-ce que justement, en fait, est-ce qu'on est capable de produire de la croissance sans faire de la dette ? Oui, si on a fait dans les années passées les investissements qui ont généré cette fameuse productivité, les gains de productivité. Je reprends un autre exemple dans des études internationales qui sont faites. Les gains de productivité, si on augmente la productivité aux États-Unis d'un demi-point par an sur les prochaines 10 années, on va être capable, alors là le chiffre est environ, on va être capable de réduire de 10 points la dette par rapport au PIB. Donc, vous voyez, en fait, là, on revient effectivement sur la question originelle, c'est-à-dire si j'investis, si la dépense de l'État, c'est de l'investissement et pas de la consommation, et malheureusement, effectivement, dans la dérive de la dette des pays développés auxquels on a assisté récemment, il y a eu effectivement de la consommation et pas suffisamment d'investissement. Donc, l'investissement va générer de la croissance. La consommation génère de la croissance à court terme. La consommation génère de la croissance à très court terme, à un an, mais pas les fameux gains de productivité sur 10 ans. On les voit, les gains de productivité, parce que ce qu'on dit beaucoup, enfin, moi, la productivité, c'est quand même hyper dur à mesurer. Hein. Tous les chiffres sont hyper opaques. Et tout le monde nous dit, avec l'IA, par exemple, qui est arrivé, on voit rien sur la productivité. Alors, on ne voit rien parce qu'en fait, les gains de productivité ne vont apparaître grâce à l'IA que lorsque l'IA aura, comme Internet, on reprend les années 2000, avant les années 2000, c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, et après les années 2000, où les gains de productivité et l'effet booster que l'on a eu, en fait, c'était on a investi dans les années 95 à 2000, et l'effet productivité, on l'a vu 2003 à 2005. D'accord, ça a été fort. C'est à peu près comme ça qu'on peut situer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a encore un taux de pénétration de l'IA qui est relativement faible. Ce sont les secteurs de la communication, les secteurs comptabilité, les secteurs aussi un peu de la finance, les secteurs de la communication publicité, j'ai peut-être déjà dit. Et on voit bien que l'industrie est en train d'essayer, ce qui veut dire que selon ce même schéma, ce serait plutôt les années 2028-2030 qui permettraient d'avoir... Là, vous parlez des États-Unis, est-ce que ça sera le cas en Europe aussi ? Ça va être le cas en Europe aussi, à partir du moment où il va y avoir un effet diffusion. Éric ? Oui, moi je trouve qu'on a vu quelque chose de nouveau, intéressant récemment sur le sujet de cette dette, charge de la dette croissance, c'est que les entreprises commençaient à emprunter moins cher que les souverains. Or, les souverains, jusqu'à maintenant, c'était la référence, c'était... le taux sans risque. Le taux sans risque. C'était ça. Maintenant, le taux sans risque, c'est les grandes entreprises françaises, par exemple, en France. Et je crois que ça, c'est une tendance. Il me semble que les investisseurs ont aujourd'hui moins confiance dans les entreprises, dans les dettes d'État que dans les dettes d'entreprise, parce que c'est bien mieux géré. Tout simplement parce que les bilans sont meilleurs dans les entreprises. Voilà. Et les entreprises le sujet, mais ils l'ont très bien dit, c'est la capacité d'endettement. Si. Tous les deux. C'est la capacité d'endettement marginal. Ouais. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que on sait qu'on est dans cette logique d'investissement. Et là, aujourd'hui, on parle de relancer la consommation, etc. Mais c'est pas ça le sujet. Et qu'est-ce qui nous reste demain ? Est-ce qu'on a une capacité d'endettement ? Elle est de combien cette capacité d'endettement ? Imaginons qu'on a un Covid qui arrive. Ouais. Voilà. Parlez pas de malheur. Après, allez, on passe tout de suite à un sujet qui est quand même très lié. Là, on va revenir quand même sur la France. C'est le taux à 10 ans d'emprunt de la France. Tout va très bien. Madame la Marquise nous disait Réventura. Là, c'est dans les années 50. Les gens vont se demander s'ils sont sur radio, je sais pas quoi, Nostalgie ou BFM Business. Comment expliquer, Patrice Gautry, à quelqu'un qui n'est pas économiste, que les taux en France stagne, ne monte pas, alors que nous sommes dégradés à répétition, que nous n'avons pas de budget et que nous sommes revenus sur la seule réforme structurelle du quinquennat, à savoir la retraite. Alors, on va en donner plusieurs points. Le premier point qui est structurel, la France est dans la zone euro. Si la France n'était pas dans la zone euro, bien de le dire, vous auriez dévalué au moins 2 ou 3 fois. Et on aurait des taux à 10%. Et des taux qui seraient beaucoup plus élevés. Il faut le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous répètent en permanence « Ah, l'euro, la zone euro », j'ai envie de leur dire... Là, c'est quand même un parapluie. Ouais. C'est quand même un parapluie. Et au sein de la zone euro, pour des grandes gestions, des gestions obligataires, effectivement, la France, même dégradée, elle va ressortir effectivement encore en meilleure position en termes de positionnement obligataire ou des fonds étrangers. C'est la grande différence, par exemple, entre nous et la Grande-Bretagne.
Oui, tout à fait. Et là, bien entendu, c'est la soupape de sécurité au Royaume-Uni, c'est la devise. C'est d'abord elle qui trinque, sachant que la partie longue de la courbe de taux est plutôt déterminée par des fonds de pension anglais et par la Banque centrale. Donc en fait, il y a moins de volatilité. Nous, en France, ce qui peut être un facteur de volatilité, c'est les allers-retours des investisseurs japonais. Il y a plus 40-50% de la dette qui est détenue par l'étranger, et c'est eux qui, on l'a vu au fil de l'actualité, varie avec ça. Donc ça, c'est le premier élément. Oui. L'explication qu'on pourrait donner au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez aussi, quand on regarde la fluctuation et qui fait bouger les taux d'intérêt, eh bien en fait, c'est majoritairement les États-Unis. Et 80% de la variation du taux allemand provient en fait de la variation des taux américains. D'accord. Alors, si vous faites des bêtises par rapport à votre petit voisin allemand, eh bien effectivement, vous allez avoir des spreads, donc un écart de rémunération entre la France et l'Allemagne qui va augmenter. Et puis, dès que la trajectoire se calme un petit peu, là on attend le budget, on n'espère plus effectivement de dissolution, eh bien vous avez cet écart de rémunération qui se réduit. Mais si jamais effectivement il y a des mauvaises nouvelles, celui-ci reviendra. Valentine, cette impunité de la France sur les marchés financiers, finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous aide quand même, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça ne nous pousse pas à prendre des mesures fortes. Non. Ce qu'on expliquait pour les niveaux de dette avant, on était avant le Covid dans une période où il y avait des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui avait permis à la France et à d'autres pays, de nombreux pays développés, de faire baisser le coût moyen de leur dette. Donc la France bénéficie toujours aujourd'hui de cette période de 10 ans. Vous voulez dire qu'on a engrangé de l'emprunt à des taux qui sont extrêmement bas, ce qui fait que le taux moyen de la dette aujourd'hui, vous le dites, il est qu'à 2%. Il est qu'à 2%, alors que le taux à 10 ans est à 3,50. Il est à 3,4, 3,5, et on a un taux moyen qui est à 2%. Alors certes, il est un tout petit peu plus haut que le 1% qu'on avait en 2021, mais il reste largement inférieur au taux qu'on avait avant 2010, où on était entre 3 et 5%. Ça fait une charge de la dette en point de PIB qui reste aussi autour de 2%. Donc ça, il y a un impact aujourd'hui très très graduel de ce niveau des taux élevés sur la dette française, parce qu'on a une maturité moyenne de dette qui est aussi... La dette française est très très bien gérée, il faut le reconnaître, avec une maturité moyenne de 8 ans. C'est vrai. C'est quand même notre métier, on fait que gérer de la dette, on ne sait rien faire d'autre. On est doué pour ça. Et Éric Gullen, je suis moyennement d'accord. Ce que vous disiez tout à l'heure est intéressant. Allons plus loin. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, vous, gérant, je préfère prêter à des entreprises que prêter à l'État français? On va le voir dans notre allocation. Nous, on n'a aucun placement sur les dettes souveraines. Aucun, dans le monde. En général, et en France en particulier? Et en France en particulier. Par contre, on achète de la dette d'entreprises françaises sans problème, de la zone euro et à l'extérieur, c'est clair. Mais je trouve qu'on n'est pas en impunité quand même en France. Parce Total. Moi, je trouve, on a des taux qui sont extrêmement bas. Oui, on est d'accord. Mais on était quand même dans le sillage de l'Allemagne, quelque part à 50 points de base d'écart, 60 points de base d'écart avec l'Allemagne il y a quand même peu de temps, alors que l'Italie était à plutôt 80 points de base d'écart. C'est rien. Et on est 20% de plus. C'est rien. On est par rapport à la débâcle qu'on est en train de vivre. On est dans le queue de peloton maintenant. Comme et on pourrait s'en détacher, parce que les choses se font progressivement, et je trouve que pour le coup, la tendance n'est pas bonne. Il vaut mieux prêter à des entreprises, vous qui connaissez bien les entreprises. Vous connaissez l'adage, on ne prête qu'aux riches. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'à un moment donné, quand vous êtes pauvre, on ne va plus vous prêter, donc c'est bien ça. Donc oui, bien sûr, nous on ne fait pas de titres obligataires, mais si on en faisait, on aurait probablement du corporate, enfin donc des obligations privées, mais la dette souveraine, effectivement, on n'y toucherait pas. Mais avec ce type de raisonnement, Patricia, est-ce qu'on peut se retrouver à un moment en défaut, enfin pas en défaut évidemment, mais en difficulté? On voit que les dernières adjudications sont très bien passées. La France emprunte très facilement sur les marchés. Parce que vous avez des investisseurs naturels, et d'ailleurs on en a peut-être quelques représentants ici, qui sont très très contents d'avoir un 10 ans le fait à 3,50 sur la critique de la France. Avec un 10 ans à 3,50 avec une inflation à 1, ça donne des rendements réels qui sont plutôt attractifs. Donc vous avez compagnies d'assurance, banques, investisseurs institutionnels, caisses de retraite, qui effectivement vont plutôt engranger sur ces niveaux de rentabilité par rapport effectivement à une période, une décennie avant, qui était plutôt problématique parce qu'il n'y avait pas assez. Donc le problème. Pour l'instant, tout va bien. Alors non, la direction n'est pas bonne. C'est ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire 130%, avec effectivement une contrainte de charge d'intérêt qui est à 2, qui va passer bientôt à 3, et des déficits primaires qui sont encore importants. Donc il y a pas de marge de manœuvre, c'est ce qui a été dit, si jamais il y a un choc. Oui. Mais d'un autre côté, vous n'arrivez pas effectivement à stabiliser la situation. Donc, il y a un risque. Le risque, c'est très clairement que les notations
continue, et à ce moment-là, les spreads réaugmentent sur le marché. Exactement. Et on va se retrouver en deuxième partie de l'émission. On va parler évidemment de la bourse des placements. On va parler des actions achetées ou vendre. Vous allez voir le top 3 des gérants. À tout de suite. Bon. BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, la première partie, tout ce que vous nous avez expliqué. Franchement, on a pris un peu de hauteur sur les impôts, sur la dette, sortir un petit peu de l'actualité, même si on était dans l'actualité avec le taux d'emprunt sur la France. Et là, on va parler évidemment des marchés avec des performances pas en demi-teinte, j'allais dire en demi-teinte, mais non, en fait, on a surtout, pour moi, l'élément marquant, c'est les nouveaux records sur le CAC 40, qui fait. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de médias généralistes qui s'interrogent, il y a des gens dans la rue qui disent mais on comprend pas, il n'y a pas de gouvernement, et puis d'un autre côté on n'a pas de budget, la situation va mal. Vous nous dites que c'est la catastrophe. Marc Fiorentino nous répète tous les jours que la France est en train de plonger et que c'est le Titanic, et puis le CAC est au plus haut. On va demander d'ailleurs, qu'est-ce qu'on répond à ça, tiens, Eric, quand les gens nous disent, on comprend pas, vous arrêtez pas de nous dire que le pays est en train de couler. Il y a une vraie différence entre les petites et moyennes entreprises d'un côté et les très grandes entreprises. Elles ont 7% de leurs revenus en France uniquement. 15, à peu près, c'est ça, ouais. Et du coup, ça leur permet d'abord de s'être structurées pour devenir très compétitives et internationales, et d'avoir des résultats qui sont là et ils progressent. Et donc, c'est bien mieux géré en fait que la France en tant que telle. Regardez aux États-Unis, on a le shutdown et les marchés sont plus hauts. Ouais, et Virginie aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les marchés français étaient quand même super en retard par rapport, notamment quand on regarde la performance des marchés allemands, moi, j'aime espagnols. Regarder par indice les retards. Vous en foutez ça. Rien dire. Okay. Ça veut regardez rien dire. Le marché, le S&P il y a 20 ans. Ça veut rien dire, c'est ça. Parfois, sur ce sujet-là, vous le savez, les indices, ils évoluent. C'est des choses qui Donc oui, il y avait des symptômes. Le luxe avait beaucoup baissé. Il y a eu une ou deux publications qui ont fait que ça a repris du peps, on peut le dire quand même. Merci LVMH. Et après, on a ces espèces de déformations qui font que ça reprend de la hauteur. C'est quoi l'événement cette semaine? S'il y avait des événements qui vous ont marqué comme ça Moi, évidemment, c'est les publications. En ce moment, il y a plein de publications. Et j'ai retenu le désastre des publications de la technologie française. Quand on fait, ça m'a fait beaucoup de peine. Quand on regarde Dassault Systèmes, quand on regarde OVH, quand on regarde ST Micro, Worldline. J'ai été affecté. C'est quand même un drame, quoi. Oui, c'est à côté de l'intelligence artificielle de façon considérable. Alors que... À l'inverse, vous avez les résultats de la défense en Europe, et pas qu'en France, aussi en Scandinavie, parce que la Scandinavie est quand même très, très active. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Pas que en défense, d'ailleurs. C'est assez symptomatique. La Scandinavie va plutôt bien. Enfin, les résultats sont de bonne facture. Pourquoi? Parce que les entreprises sont... Parce que je pense que les investissements, justement, ce qu'on disait, il y a une espèce de courant d'entraînement, de création d'entreprises, d'investissement et d'ouverture à l'international qui se concrétise et qui porte ses fruits. Et c'est donc, ça l'événement que vous avez retenu vous, cette semaine? Je trouve ça bien, il y a du dynamisme quand même dans certaines zones européennes. Donc, Virginie, la question qu'on se pose tous, parce que moi je lis la presse américaine comme vous, tous les jours, dans le Wall Street Journal, dans le Financial Times, est-ce qu'il y a une bulle de l'IA, la bulle de l'IA, la bulle... mais tous les jours. Tous les jours, mais c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Et puis alors maintenant, il y a des gens qui nous disent, oui, c'est une bulle, mais ça va être une correction, mais pas un crack. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors c'est très compliqué, parce que les bulles, de toute façon, personne n'a réussi à prévoir les bulles. Il faut être humble. Oui, il y a une surchauffe sur les valorisations de certains titres. C'est-à-dire que vous avez des pans entiers de petits secteurs ou de sous-secteurs qui sont portés par un momentum. Et d'ailleurs, parfois, on se dit, mais on ne fait pas de différenciation. Donc, il y a des sujets comme ça à la mode, et puis ça redégonfle de temps en temps, et puis ça reprend, etc. Bon, par exemple, dans l'infrastructure des data centers, vous voyez, alors tout ce qui peut participer. Donc, faut faire attention. Donc, faut essayer de garder son calme. Après, globalement, il y a une espèce de circularité. C'est-à-dire qu'en fait, les gros investisseurs dans ces dépenses, c'est qui? C'est les Google, c'est les Meta,
c'est les Amazon, c'est OpenAI. Bon, ils ont de quoi payer, il n'y a pas de problème, ils sont pas endettés. Après, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils rentabilisent, est-ce qu'il y a une profitabilité qui arrive derrière? Est-ce que c'est vraiment de l'investissement ou pas de la dépense? Ne le savent pas, c'est un peu la course, et c'est très symptomatique parce que depuis quelques semaines, la sphère financière, effectivement, est inquiète sur ces niveaux de valorisation, donc il faut être prudent. Ce que vous appelez de façon un peu gentille, cette circularité, et que certains appellent relation un peu incestueuse. C'est-à-dire quand OpenAI sort son plan à 5 ans et dit je vais dépenser 1000 milliards, mais ces 1000 milliards, je vais en mettre chez Oracle, qui lui-même va prendre des services chez moi, et puis ainsi de suite. Regardez Google cette semaine, c'était assez symptomatique. Il y a une journée, elle baisse parce que OpenAI sort son moteur de recherche, donc on se dit oulala, c'est le gros concurrent pour Google, d'accord, Google Chrome. Et puis le lendemain, Google annonce un partenariat, enfin un investissement. Anthropic investit dans Google Cloud, et donc le titre reprend. Donc c'est comme ça, c'est ping-pong, voyez. Donc il faut faire attention, mais il n'y a pas, je pense que pour l'investissement, les gros porteurs d'investissement, c'est effectivement des sociétés qui ont des bilans qui sont très forts. Mais pour l'investisseur, ne tombons pas dans des effets de mode, ça c'est clair, il faut être diversifié. Donc quoi, ça veut dire diversifier, alléger ou diversifier? Savoir prendre des profits de temps en temps, absolument, ce que nous faisons. Éric, pour vous, il y a une bulle, je parle de façon générale, le CAC qui est au plus haut, ce que vient de décrire quand même très bien Virginie sur cette, soyons sympas, cette circularité du monde de l'IA. Quand on voit l'importance de l'IA à la fois sur la bourse et l'économie aujourd'hui... C'est pas illogique de voir des investissements massifs sur un sujet dans lequel on voit une révolution. Comme on a vu des révolutions précédemment, il y avait des sujets d'investissement massifs. En général, ça va trop loin, il y a des corrections, etc. La différence cette fois-ci que je vois, en tout cas, c'est que il y a des profits des entreprises quand même. On voit des croissances bénéficiaires. On ne voit pas que des valorisations sur la base de chiffre d'affaires. Elles ont des bilans très solides. Exactement. Et il y a des croissances de profits. Donc, je pense qu'en situation différente, c'est certainement de l'optimisme. Bulle, je suis pas sûr. Est-ce que vous, en tant qu'économiste, Patrice, vous regardez ça évidemment, surtout quand on voit qu'une partie de la croissance, qui m'a beaucoup frappé, justement pas mal de publications cette semaine sur le fait qu'une partie de la croissance aux États-Unis, on le sait, est tirée par l'investissement dans l'IA, mais aussi tirée par les ménages qui ont des actions, les ménages les plus favorisés. C'est-à-dire qu'il y a un effet richesse, donc ça vient de la macro. C'est de la macro. Et là, ce qu'on est en train de décrire, c'est une macro à plusieurs vitesses. C'est ça. Donc il y a en fait, c'est ça qui est intéressant. On verra après dans l'histoire avec le recul, ce sera vraiment une période intéressante. Parce que ce que vous êtes en train de décrire, effectivement, là, la circularité, le keiretsu, on avait aussi ça au Japon, eh bien en fait, ça crée son propre univers économique. Et si vous n'entrez pas, si vous n'êtes pas dedans, la barrière, le coût de l'entrée est gigantesque. Alors c'est pour ça qu'il y a une course effectivement peut-être à l'investissement. On verra qui va en bénéficier, monétiser et payer les accès et la diffusion, et ça viendra effectivement au moment où on aura cette fameuse diffusion. Alors l'effet richesse, il existe puisque les ménages américains ont des allocations qui sont... Alors, pour les ménages les plus aisés, qui sont effectivement en faveur, c'est les fonds mutuels, en quelque sorte, c'est leur retraite. Donc, leur retraite, ils peuvent arbitrer. Des fois, ils sont sur 10 ans. Et là, ils sont effectivement avec tous les Max 7. Donc, les fameux 7 titres qui sont les champions olympiques. Et bien entendu, il y a un effet richesse qui permet de passer l'inflation. Et il n'y a pas de problème de revenus. Par contre, si vous n'avez pas... partie de la population. Si vous n'avez pas, effectivement, ces investissements-là, et donc on tombe dans des catégories de revenus beaucoup plus faibles, eh bien, ce que vous avez en moment, c'est la perte de pouvoir d'achat. Et ce que vous avez aussi, c'est... Que nous signalent quand même certaines entreprises américaines qui nous disent, attention, dans le bas de la courbe, on voit une consommation qui commence un peu à déraper dans les gens qui sont dans les classes les plus défavorisées, Virginie. Oui, il y a une consommation qui est différenciée, qui évolue. De toute façon, le spectre de la consommation, le consommateur américain... Il y a des gens qui peuvent consommer, d'autres qui peuvent pas. Les produits de base, effectivement, on voit bien que le consommateur, il est très attentif à ce qu'il paye, à ce qu'il met dans son panier. Valentine, un des éléments les plus importants, on le sait, pour les marchés, c'est la liquidité, le niveau des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est sur un taux pivot aux États-Unis, qui est le taux directeur le plus important pour le reste du monde, de 4% à 10 ans en emprunt d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plutôt un taux américain qui va baisser? Parce que tout va dépendre de ça, à long terme ou pas. Sur ce point-là, je suis complètement d'accord. Ce qui est extrêmement... Après, il y a les problèmes de certains segments du marché où les niveaux de valorisation sont peut-être excessifs.
Mais globalement, on est dans un environnement qui reste extrêmement favorable au risque, où on a une croissance économique qui tient, et des banques centrales, notamment la Fed, qui donne le là quand même sur les marchés, qui va continuer de baisser ses taux. Donc un des risques pour moi majeurs pour les actifs risqués, que ce soit les actions ou les marchés du crédit, c'est qu'on ait une inflation qui soit un peu plus forte et une Fed qui ne baisse pas ses taux comme attendu. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, un des gros facteurs de soutien, c'est la Fed qui va baisser ses taux. Votre anticipation à vous sur les taux d'intérêt américains, c'est quoi? Mouillez-vous. On soit à 3,25 à 12 mois. Donc très fortement en baisse. Très fortement en baisse, mais peut-être un petit peu moins de ce qu'anticipe, un petit peu moins de ce que s'anticipe le marché aujourd'hui. Et le risque qu'on a aussi, le marché anticipe maintenant en dessous de 3%, et le risque qu'on va devoir suivre l'année prochaine, c'est les pressions accrues du gouvernement américain, de Donald Trump sur la Fed pour baisser plus ses taux, parce que pour maintenir ce niveau de déficit qui est élevé, eh bien, une des façons de le faire, ça va être de baisser les taux de la Fed, parce qu'il y a quand même un tiers, en gros, de la dette américaine qui arrive à maturité sous les 12 prochains mois. Donc les taux de la Fed sont critiques pour Donald Trump, pour pouvoir maintenir sur une période prolongée ce niveau de déficit élevé et de continuer de soutenir son économie. Allez, on passe tout de suite, je vais me tourner vers nos gérants au placement de la semaine. Dans ce contexte actuel, Eric Blen, c'est quoi le placement qu'il faut privilégier? Comme vous êtes suisse, vous allez nous dire Laure. Je vais faire une réponse vraiment suisse, dans le sens où on n'est pas très confortable dans cet environnement et donc on diversifie. Donc ça veut dire qu'on maintient des taux d'exposition, des portefeuilles assez élevés, donc pour un dynamique par exemple à 80%, ce qui est la feuille de route habituelle. Et pour un équilibré, c'est 50%. Ok. Voilà. Ce qui est quand même élevé pour un équilibré. C'est ça. On est sur des niveaux élevés. Ouais. Simplement, on a diminué la zone euro pour aller vers les émergents, Chine, Inde et le reste du monde. On a diminué la France pour aller vers la zone euro, donc Italie, Espagne, Hollande, Belgique, etc. Allemagne, bien sûr. Voilà. Et sur les obligations, on en parlait tout à l'heure, on est en dehors complètement des souverains et on est plus... Souverain, c'est État. Juste pour comprendre, il y a les obligations souveraines et les obligations corporate. Les souveraines, c'est-à-dire qu'on prête à des États, on disait tout à l'heure, et corporate, c'est on prête à des entreprises. Exactement. Donc on est sur les entreprises. Dans les entreprises, on est plutôt sur des maturités qui sont relativement courtes, 4-5 ans, parce qu'on est prudent. Même 18 mois, donc très prudent pour avoir une poche de cash, si, comme le marché semble haut quand même, vu l'environnement, pour avoir un petit peu de puissance d'achat, si toutefois les marchés devaient baisser, ce qui n'est pas sûr d'ici la fin de l'année, très honnêtement. Et puis, on a cette poche qu'on appelle, nous, antifragile, on va retrouver vers les Suisses, qui est de 10-12% d'avoir de l'or. 10-12%, c'est énorme. Bah oui. C'est ça l'objectif, en tout cas. Pour avoir de l'or. Et là, on ne prend pas de l'or physique, on prend plutôt des minières, parce qu'on se dit que les bénéfices par action vont fortement progresser et que ce n'est pas encore dans les cours de bourse. Et donc, les minières resteront bien orientées si toutefois il devait y avoir une baisse des marchés. Virginie, aujourd'hui, si quelqu'un vous croise et vous dit, je sais ce que vous allez répondre. C'est horrible, à chaque fois vous me dites la même chose. Oui, je sais, des actions, toujours des actions et encore des actions, l'effet richesse, voilà, et je pense qu'il faut... En revanche, il faut faire bouger ses portefeuilles. C'est-à-dire ? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, alors on voit d'ailleurs avec les publications, qui ont été impactés depuis un an et des valorisations qui sont basses, et probablement excessivement basse, et il faut savoir... Même aux États-Unis, il y a encore des boîtes... Bien sûr, non, regardez Intuitive Surgical. Intuitive Surgical, c'est des robots pour la chirurgie, d'accord? C'est une superbe société. Bon, elle a été très impactée. Elle était chère au départ, et puis il y a des tarifs, parce qu'évidemment, c'est... Les droits de douane, pardon. Donc elle a été très belle, et puis ça n'intéressait personne, parce que dans le momentum, si vous ne dites pas les mots magiques IA ou sécurité défense, ça n'intéresse pas. Donc elle avait beaucoup baissé. Elle a sorti des chiffres qui sont très bons, avec de belles perspectives. Le titre sur la publication a pris 13%. Donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est votre job, ça. Mais c'est ça notre job. Votre job, c'est d'aller fouiner et de regarder. Et de ce que j'appelle le fine-tuning, de prendre des profits, de réallouer. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est votre conseil, c'est d'être mobile. Parce qu'on dit souvent... Attendez, on dit souvent, il ne faut pas acheter des actions pour tourner. Vous répétez souvent les gérants. Les actions, c'est du long terme. Il faut avoir une vision à long terme. Vous ne dites pas ça. Il
faut avoir une vision long terme. Faut être agile. Dans l'entreprise dans laquelle vous investissez, il faut essayer d'avoir cette compréhension, d'essayer mais il faut être agile. Mais il faut être agile. Il ne faut pas rester immobile. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine et je vais commencer par notre ami suisse, Patrice Gautry. Alors oui, en bon suisse, eh bien, on va vous parler de l'or qui a fait un petit flop dans un grand top. Un petit flop dans un grand top. J'aime bien ça, bravo. N'est-ce pas parce qu'effectivement, il y a eu quelques mouvements de prise de bénéfices qui visiblement viennent des fonds de placement, des hedge funds, donc des fonds plutôt spéculatifs, alors que les flux de ceux qui étaient rentrés auparavant n'ont pas bougé et que le flux du retail, c'est-à-dire en fait des particuliers, lui, reste positif. Donc ce qui veut dire que c'est plutôt une phase de consolidation dans une tendance qui reste haussière. Donc un petit flop dans un très grand top. J'ai bien aimé ça. Virginie? Moi, c'est un top dans un flop. Ok, allez. C'est bien. Oui, parce qu'il y a des Français qui sont dedans. Donc, moi, c'est le projet Bromo. Voilà, c'est Airbus plus Thales plus Leonardo qui a annoncé donc une alliance stratégique, mais même industrielle, pour l'avenir dans le domaine de l'espace, qui vont unir donc. On dit que c'est l'Airbus du spatial, c'est ça? Ça sera ça sera. C'est pour contrer, je vais vous dire, évidemment quand on parle d'espace, c'est sécurité, défense, communication. Donc on voit bien la place que prend SpaceX, on voit bien la place que prennent les Chinois, et donc je trouve ça bien qu'il y ait cette initiative. 2027. 25 000 personnes concernées. Il y aura tout un plan justement d'essayer de couper les coûts et de. On va voir, mais c'est bien, c'est une bonne initiative. C'est une initiative européenne et il faut toujours la saluer. Exactement. Éric? Alors moi, je vais rester dans le monde de l'entreprise et c'est un top, c'est Monsieur Luca Di Meo. Il n'a rien fait. Le mec, il arrive, c'est sur son nom. Ça, c'est qui est incroyable. Il est là le top. C'est-à-dire que l'action entre le mois de juin et aujourd'hui est passée de 170 à 335, donc x2. Et il a dit quelques petits trucs. Il a quand même vendu un peu d'immobilier. Il l'a dit avec un accent italien, ça a tout changé. Voilà, c'est comme avec les femmes, quoi, en fait. Je suis milanais, j'arrive chez Kering et hop, l'action a doublé. C'est quand même pas un top, ça imaginons. Ah oui, c'est quand même incroyable. Et c'est quand même un super flop pour François-Henri Pinault. Parce que du coup, ça veut dire que. Lui n'a pas réussi. Non, mais ça veut dire quand même que lui n'est plus aux commandes, je m'en vais, je mets n'importe qui pour l'instant, parce que le type n'a rien fait, et ça rebondit quand même. La question est de savoir si c'est vraiment n'importe qui. Il a quand même mis Renault sur la route. Non, n'importe qui, c'est-à-dire que pour l'instant, il a rien fait. Pour l'instant, alors il y a eu quand même la vente de la. Oui, mais à mon avis, la vente de la partie beauté à L'Oréal, c'était déjà dans les cartes. Ils l'ont pas fait en une semaine, quoi. Mais il a quand même changé 3 personnes au niveau de la. Ah oui, c'est sûr, il est en train de mettre son équipe. Non, c'est génial, bravo. En tout cas, moi, je trouve ça spectaculaire. Top ou flop, ou petit flop dans un grand flop, petit top dans. Top tout court pour la Chine, avec les gouvernements chinois qui se réunissent pour décider de la stratégie pour le nouveau plan quinquennal. En quoi c'est un top? C'est un top pour la Chine, j'ai dit. Un flop pour l'Europe. Alors, mais attendez, leur dernier plan, c'était un flop total. Regardez où est la Chine aujourd'hui en croissance. La Chine, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une croissance élevée, mais l'objectif, c'est de monter en gamme, et c'est ce qu'ils vont continuer de faire, de monter en gamme, d'être indépendants sur les technologies, de renforcer l'innovation, d'avoir des filières entières domestiques sur la production de semi-conducteurs, la production d'énergie nouvelle, la production de batteries. C'est plus l'objectif, c'est plus de faire de la croissance à tout va et de la croissance par la dette. Par la consommation, ni par les exportations à bas prix. Ni par les exportations. Vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de monter en gamme et d'être un compétiteur très très sérieux avec les États-Unis. Donc on n'est qu'au début, pour moi, d'une guerre entre les États-Unis et la Chine sur le sujet de la tech et de l'IA. Allez, on passe tout de suite au top 3 et vous avez bien fait de vous déplacer, Eric. Vous n'êtes pas venu pour rien. Vous êtes rentré sur le podium cette semaine et on l'a pas fait exprès. C'est tombé, non pas par hasard, parce que votre performance, elle vient pas du hasard, mais le fait que vous veniez juste aujourd'hui. Sébastien Lalvé caracole toujours en tête devant Frédéric Rosier. Eric, vous êtes juste derrière. Bravo. Je rappelle qu'Eric est un bon élève parce que Eric, je le dis à l'antenne, vous nous envoyez des modifications de votre portefeuille. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, parce que les gens qui suivent les portefeuilles, ça serait bien que la prochaine fois que vous venez, vous nous donnez ce que vous avez fait. Les évolutions entre-temps, parce que parfois les gens m'envoient, mais ils disent, je comprends pas, le portefeuille de machin, il y avait ça. Vous avez fait la même chose, Virginie, sur un des titres, qui était Adobe, où vous êtes sorti, vous avez bien fait d'ailleurs, parce que ça a bien baissé derrière, et en fait, il faudra qu'on l'explique, parce que c'est un peu compliqué pour les gens de suivre. Est-ce qu'en régie, on a une musique qui fait peur?
Eric, vous avez peur ou pas? Bah là, oui. Bah ouais. Ah oui. On a changé la musique qui fait peur pour qu'elle fasse encore plus peur. Très peur. Pierre et le loup. Où est le loup? Non, où est plutôt le requin? Mais alors, on va voir votre portefeuille, vous nous dites ce qu'on achète ou pas. Pernod Ricard, est-ce qu'on garde ou on vend? Moi, je le conserve, c'est pas cher. C'est bien. Et puis bon, vous et moi, on en consomme pas mal quand même. Ouais, en plus, voilà. OP Mobility, mais avec modération. OP Mobility. Je conserve aussi. Vinci. Oui. Exosens, vous avez fait un carton. Hein. Ouais, ça s'est bien passé. C'est la défense. Il y a quand même pas beaucoup de valeurs de défense en zone euro et en France. Et donc il y a eu quand même un afflux d'argent énormément. 140%. Qu'est-ce qu'on fait? On garde quand même? Il y a pas un moment. Virginie nous dit qu'il faut être agile. Vous n'avez pas envie d'être agile? Pas sur Exosens. Ok. Ça voit de nuit Exosens. Ok. Regardez. Allez, Biomérieux. Biomérieux, on garde. Stellantis. Aussi, c'est gratis. C'est gratis, mais ça le restera. C'est comme disait De Gaulle sur le Brésil, c'est un pays d'avenir, mais il le restera. Stellantis, ça fait à peu près 20 ans que sur cette émission, les gens la recommandent et qu'elle ne bouge pas. C'est vrai. FDJ. Ça, par contre, je sors. Là, j'étais déçu par les publications. Ils ont acheté Kinred récemment. Ça devait être mieux au niveau des paris sportifs et des paris en ligne. Et dossier publication, c'est l'inverse qui se produit. Donc là, on sort. Donc on a perdu au tirage et au grattage. Ouais, Safran. Safran, on garde. Publication magnifique. Et Silor, Luc. Ce matin. Et Silor, on garde. Atos. Atos, c'est une belle recovery. On garde aussi. C'est une belle recovery, mais ils ont annoncé des trucs qui étaient moyens sur la perspective. C'est le début. C'est le début. Vous y croyez là, ça? Moi, je pense qu'on peut doubler, oui. Ah, vous pensez qu'on peut doubler? L'année prochaine, je peux être, grâce à Atos, dans les meilleurs géants. Et Ruby? Eh bien, Ruby, on garde. Il pourrait y avoir une OPA sur Ruby. Ok, et qu'est-ce qu'on achète? Alors moi, j'ai travaillé le truc que j'ai travaillé, c'est aujourd'hui, c'est que... C'est bien que vous ayez travaillé déjà. Un petit peu. En 2026, je m'attends à ce que Publicis enfin rebondisse. C'est pas beau? Ouais, c'est beau. Ah oui, parce qu'il y a une rime. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que j'ai travaillé. Et donc, il y a des... la gouvernance. Maurice Lévy, président, il y a une vision et clairement une stratégie. La direction générale, pour le coup, Arthur Sadoun a été extrêmement dynamique, c'est intéressant. Ensuite, ils se sont positionnés dans le secteur sur la technologie. Ils ont été extrêmement bons à faire cela. Ils ont mis plus de 12 milliards d'euros à investir sur les valeurs technologiques, qui leur a permis de faire la grosse différence avec les concurrents. Ouais. WPP s'effondre. Ouais. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas vu tout ça? Est-ce que tout ça n'est pas derrière nous? Non, je crois que c'est devant parce que le site Publicis a vraiment rien fait pour le coup. Vous allez voir les valos, on est très très bas. Et quand on regarde les croissances organiques, aujourd'hui on est l'ordre de 5%, ça fait 2 fois qu'ils révisent la guidance à la hausse, alors que des personnes qui étaient un peu à l'écart, enfin des entreprises qui étaient un peu à l'écart deviennent leurs concurrents, Capgemini, Accenture, ils font rien. Et enfin on est sur un PER de 10 fois, 11 fois donc 2025, 10,5 fois 2026. C'est moins cher qu'NVIDIA quoi. Ben oui, c'est quand même beaucoup moins cher. Allez, on passe tout de suite, vous me remettez la musique qui fait peur parce que je veux faire peur à Virginie. Bon, Virginie, vous êtes au pied du podium, il va falloir remonter. Ouais, mais vous êtes au pied. Alors, il y a le dollar vous avez de la chance. Il y a la valorisation du dollar. Alors, on a du Amazon. On garde. On a du CrowdStrike. On garde. On a du Meta. On garde. On a du Dolby, ce qui nous permet de vous entendre en stéréo. Oui. On a du L3. Je suis un peu désespéré parce que c'est un beau dossier, mais ça intéresse pas. On a du L3 Harris. On garde. On a la marque favorite de Patrice, Ralph Lauren. On garde. On a les chaussures de Eric Blaine, le Nike. On va vendre parce que je m'impatiente un peu là. On va vendre. Il y a une très belle marque, mais je pense que la stratégie donne pas les fruits escomptés. On a du Zscaler. On garde. On a le café favori de Valentine, Starbucks. Oui. On a Apple. Apple, c'est un très bon exemple. Vous avez vu qu'elle avait rien fait pendant un certain temps parce qu'elle n'était pas dans l'IA. On lui reprochait de ne pas avoir investi dans l'IA. Et tout d'un coup, faut prendre des profits sur l'IA, attention. Apple remonte. On a du Howet Aerospace. On va accélérer un peu. Ça, c'est bien. Pardon. On va du Pinterest. On garde. On a du Vita Coco. Je prends on vend. D'accord. On a du Uber. On garde. On a du Arista. Arista Networks, on vend. On prend les profits. Ok. On est agile, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, et on a du Gildan. On garde. Et qu'est-ce qu'on achète? On va acheter du Japon. Bah oui, voilà, très bien. On va acheter Sony. Sony, c'est une histoire. Mais oui. Sony. Alors c'est dingue, je savais même pas que la boîte était encore cotée. Bon, allez-y. Je plaisante. C'est 176 milliards de market cap en dollars. Je plaisante, vous fâchez pas. Et on en a partout du Sony sans le savoir, parce qu'ils sont tellement diversifiés. C'est une sorte de conglomérat, effectivement. Valentine court toujours avec un Walkman, moi je l'ai croisé.
C'est une sorte de conglomérat mais avec des revenus récurrents, c'est très bien géré. Et en fait, ils sont dans des tas d'activités, que ce soit, d'ailleurs, ils disent, c'est technologie et créativité. Et donc, c'est une espèce d'écosystème. Ce qu'on leur a reproché à certains moments, un peu ces gros conglomérats japonais, il y a 10-15 ans, on a dit vous faites un peu tout et n'importe quoi. Oui, mais non, justement, c'est bien pensé, c'est bien orchestré, donc c'est un bon écosystème. Donc effectivement, ils sont dans l'entertainment, dans le divertissement, ils sont dans l'électronique grand public, ils sont dans les composants électroniques, puisque c'est quand même le leader mondial de tout ce qui est CMOS, vous savez, les capteurs vision, photo, etc. Et c'est bien géré. Ils viennent de sortir en partie de la branche financière, qui n'avait pas vraiment de sens stratégique, finalement, et ça, c'est plutôt bien. Ça se paye 22 fois. Moi, j'aime Allez, on fonce sur Sony. Allons-y. Bon, je voudrais vous dire que j'ai trouvé cette émission très intéressante, chers amis. Merci, et c'était grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera aussi... Non, elle ne sera pas exceptionnelle, elle sera spéciale. C'est une spéciale placement parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on vous aide en ce moment. C'est à faire les bons choix dans cette période d'incertitude. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous réécouter, nous revoir et nous réécouter en replay, en podcast, sur toutes les grandes plateformes. Comme ça, on va battre encore notre record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.